Ok. Alors, on va commencer par expliquer aux gens ce que sont les neurosciences. Alors les neurosciences, ce sont les sciences qui permettent d'étudier le fonctionnement du cerveau et de faire un lien entre fonctionnement du cerveau et par exemple comportement, émotion, tout ce qu'on manifeste au travers de notre corps, de nos cinq sens et de nos comportements, de nos interactions sociales aussi. C'est une science en perpétuelle évolution. Quand on découvre quelque chose, qu'on trouve des réponses à des questions, demain elles peuvent s'avérer fausses. Comment ça se passe? Comment on travaille sur ces sujets-là? Quel est le recul? Quel est le recul qu'on peut avoir là-dessus? Mais c'est sûr que les neurosciences, c'est une discipline qui est en évolution constante. On a maintenant, par exemple, moi, une de mes spécialités, c'est l'étude de la conscience. Et actuellement, on sait des choses qu'il y a 10 ans, on ne connaissait pas. Grâce à l'évolution des technologies, l'évolution aussi des techniques d'analyse que les ingénieurs développent. Donc, on fait au mieux avec les outils qu'on a actuellement pour être le plus précis, en sachant qu'on est en permanente recherche d'un affinement des réponses à nos questions. Alors, comment on fait le lien avec l'hypnose? Comment les deux se... D'utiliser les neurosciences et la neuroimagerie permet de comprendre les processus, les mécanismes cérébraux qui sont sous-jacents à l'hypnose. Et c'est vraiment une aide qui permet d'objectiver l'hypnose et qui permet alors du coup de l'appuyer au niveau du corps médical, de lui donner un soutien solide pour justifier la pratique de l'hypnose avec telle et telle pathologie. Alors, vous êtes scientifique, donc j'imagine très cartésienne. L'hypnose peut être soumise à, on va dire, à caution, admettons, à caution intellectuelle. Vous êtes tout à fait convaincu de l'hypnose. Dites-moi comment vous arrivez à aller contre les idées reçues ou contre les sceptiques, le scepticisme. Contre les mythes et tout ça, les croyances aussi. Ouais. Justement, on peut, face aux sceptiques, face aux mythes, face aux croyances, la neuroimagerie et les neurosciences vont nous permettre de donner des explications objectives, d'expliquer que l'hypnose, c'est pas une histoire ésotérique ou c'est pas une histoire de quelqu'un qui a le pouvoir sur quelqu'un d'autre. C'est vraiment un état où notre cerveau fonctionne différemment, où les structures vont s'activer, se désactiver de manière différente qu'en éveil normal. Et donc, aux questions des personnes sceptiques ou des patients aussi sceptiques qui se disent moi je ne crois pas à l'hypnose, on peut répondre qu'il n'y a pas de croyance. C'est pas comme une religion, c'est juste un état mental différent, comme on a un état d'attention différent quand on regarde un bon film et qu'on est absorbé dans l'histoire, comme on a un état mental différent quand on fait de la méditation, c'est un fait. Alors quand vous faites des découvertes au fur et à mesure de vos recherches et de vos découvertes, est-ce que vous mettez en application directement sur des séances d'hypnose? Comment ça se passe? C'est une bonne question. Ou non, ça se passe pas? Est-ce que vous travaillez avec des personnes qui font de l'hypnose? Dites-moi. Oui, donc en fait il y a deux parties dans les travaux qu'on fait. Donc il y a tout ce qui est neuroimagerie, c'est plus alors je dirais nos études de recherche fondamentale par rapport à l'hypnose, où on comprend les processus cérébraux. Et alors on a toutes nos recherches aussi cliniques, où là on va objectiver chez le patient ce que l'hypnose lui a apporté. Donc on évalue, on a montré que ça améliore la qualité de vie, la régulation des émotions, la gestion du stress, ça diminue la douleur. Et donc, le but de nos travaux à Liège, justement, c'est d'évaluer si le travail clinique qu'on fait grâce à l'auto-hypnose, l'auto-bienveillance, a un intérêt direct pour le patient. Notre première étape, c'est de l'évaluer. On utilise des questionnaires qu'on fait passer avant, après, puis à plus long terme pour voir si les bienfaits s'installent. Et en fonction de ça, alors, on affine aussi le travail qu'on fait. Par exemple, on se rend compte que l'utilisation de l'auto-hypnose est combinée à l'auto-bienveillance chez nous. On voit que ça aide les patients, effectivement, les patients qui ont des douleurs chroniques, à améliorer leur qualité de vie de manière globale. Maintenant, on se pose la question, est-ce que c'est l'auto-hypnose ou est-ce que c'est les tâches d'auto-bienveillance? Et donc, on progresse. Maintenant, on fait d'autres études où on va essayer de distinguer les bienfaits de chaque pour voir si au final, on ne doit garder qu'une seule technique, l'auto-hypnose ou l'auto-bienveillance, ou si c'est vraiment la combinaison des deux qui permet d'aider au mieux les patients. Quel est l'état de l'hypnose, la situation de l'hypnose, de la connaissance de l'hypnose en Belgique? Comment vous êtes par rapport à la France? Déjà par rapport au titre d'hypnothérapeute, c'est comme en France, donc on n'a pas une protection du titre, tout le monde peut se proclamer hypnothérapeute,
ce qui amène évidemment à des dérives parce qu'on a des personnes qui ne sont pas formées ou peu formées qui l'utilisent pour faire un peu tout et n'importe quoi. Donc un de nos combats aussi avec le professeur Fémonville, c'est de trouver un moyen pour qu'il y ait une protection de ce titre et surtout pour éviter que tout le monde puisse se mettre à son compte et se dire hypnothérapeute et du coup, voilà, ça peut être aussi dangereux potentiellement pour les patients si on ne va pas chez un dentiste pour faire une psychothérapie. C'est la même chose, on ne va pas chez une personne pour faire une psychothérapie qui n'est pas formée d'abord à la psychologie et aux thérapies. Si je reformule, c'est important de vérifier la formation de base des professionnels qui utilisent l'hypnose pour aller chez des professionnels qui ont une formation de base solide au départ. Donc je crois qu'on est un peu dans la même situation que vous en France. Le patient belge, est-ce qu'il est plus ouvert à l'hypnose qu'en France, vous avez l'impression? Est-ce que c'est quand même plus avancé malgré tout la diffusion publique? Non? Je crois je ne sais pas objectivement, mais je crois que c'est pareil. Mais ça, j'ai pas de... Je croyais que les Belges étaient plus intelligents. Oui, ça c'est vrai, surtout à Liège. Non, je pense que c'est un peu la même chose grâce aux études scientifiques et aussi à la vulgarisation via des magazines dans Sciences et Avenir, etc. On touche plus de citoyens, mais je crois que c'est équivalent à la France. En ce qui vous concerne, vous échangez avec d'autres pays que la France? Oui, donc ça c'est ce qui est intéressant au niveau scientifique, c'est les collaborations. Donc on travaille déjà simplement en Belgique, l'Université de Liège collabore avec d'autres universités de Bruxelles, de Gand pour unir nos compétences. On travaille avec la France, il y a des laboratoires aussi qui étudient l'hypnose aux États-Unis, à Montréal. Donc, au mieux, on essaye de collaborer avec le plus de monde possible et d'échanger les informations et que les informations circulent. En conclusion, est-ce que vous pouvez dire, par exemple, dans les prochaines années, ce qui est susceptible d'être bouleversé dans l'approche de l'hypnose? Est-ce que vous avez des pistes? Je ne sais pas si on peut parler de bouleversement, mais je pense qu'au niveau des neurosciences, on va encore beaucoup évoluer. Parce que notamment l'hypnose intéresse les scientifiques sous un autre angle aussi, ça permet de mieux comprendre les processus de conscience. Donc tous les scientifiques qui s'intéressent à la conscience, aux mécanismes de la conscience, utilisent aussi l'hypnose pour mieux comprendre la conscience normale et pas modifiée. Donc je crois qu'avec les neurosciences, on va encore évoluer largement dans les années à venir. Une dernière chose, votre quotidien, qu'est-ce que c'est, votre quotidien de travail? Mon quotidien, donc c'est assez varié, parce que je suis chercheuse et clinicienne. Donc je vois des patients qui ont des douleurs chroniques, je fais des groupes d'apprentissage d'auto-hypnose avec eux. Je vois aussi parfois la demande des patients en séance individuelle, par exemple des patients qui doivent avoir de la radiothérapie, mais qui ont des problèmes de claustrophobie, etc. Donc je leur apprends l'auto-hypnose, on leur donne des CD avec les exercices pour qu'ils puissent les utiliser pendant les séances. Et en parallèle à tout ça, j'ai mon travail de recherche, c'est-à-dire que tout ce que je fais au niveau clinique, par exemple avec les patients qui ont des douleurs chroniques, je l'utilise dans ma recherche pour comprendre pourquoi les soins qu'on leur apporte via l'hypnose, par exemple, est bénéfique pour eux, pour voir comment on peut améliorer encore notre travail. Et donc mon quotidien, c'est aussi d'élaborer des projets. Là, on a commencé des nouveaux projets avec des personnes amputées, on travaille en oncologie, avec des enfants, des personnes paraplégiques, et on essaye d'adapter la technique d'auto-hypnose alors à chaque personne qu'on rencontre dans notre clinique.